Salut, bienvenue dans ce cours d'enseignement de la science et de la technologie. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie du programme, c'est les sciences de la vie. Et pour commencer, nous allons parler de l'unité et de la diversité du vivant. Alors c'est parti. Le mot savant pour désigner les sciences de la vie, c'est ce qu'on appelle la biologie. Bio en grec ça veut dire la vie, et logie, logos, ça veut dire le discours, et de manière plus générale, tout ce qui est en logie, ça veut dire que c'est la science qui étudie le sujet dont on parle. Donc biologie, c'est la science du vivant. C'est un sujet évidemment qui est très très vaste, et dans un premier temps, nous allons nous intéresser justement à la variété qu'il existe dans le monde du vivant. Là, on voit déjà sur cette image de gauche, avec, cet hippocampe, qui est assez extraordinaire, qu'il y a des choses assez incroyables et qu'il y a une très, très grande variété. Même dans notre environnement proche, nous voyons qu'il existe de très nombreux êtres vivants différents. Et la première idée qu'on pourrait avoir, c'est se dire: «Ouh là, il y en a tellement que peut-être qu'il serait intéressant de les regrouper les uns avec les autres pour pouvoir en parler plus facilement». Eh bien, les premières idées qu'on peut avoir quant à la manière de les regrouper sont assez variées. Par exemple, ici, nous avons, 9, êtres vivants différents et puis, ils ont des points communs, mais aussi des différences et nous allons voir qu'il est beaucoup plus intéressant de les regrouper, par leurs points communs. Alors la question c'est: quels sont les bons points communs qui sont intéressants à prendre en compte? Donc si je te demande de faire des groupes entre ces différents êtres vivants, eh bien peut-être que tu vas, décider de les regrouper de différentes manières. Alors on peut imaginer plein de manières différentes. Par exemple, on pourrait dire, eh bien on va mettre les moches d'un côté et puis les beaux de l'autre. Ou bien on peut, les grouper, régulièrement depuis le plus moche jusqu'au plus beau, en les mettant dans un certain ordre. Alors pourquoi pas, mais le problème sur cette, manière de faire, c'est que c'est assez subjectif. C'est-à-dire que, ben, certains vont trouver par exemple qu'un chat c'est trop mignon et puis d'autres pas. Certains vont trouver qu'un oiseau c'est magnifique et puis d'autres au contraire que c'est affreux. Donc c'est ce qu'on appelle des critères subjectifs. Une deuxième manière de faire serait de dire par exemple, eh bien, on va, mettre d'un côté ceux qui volent et puis de l'autre côté ceux qui ne volent pas. Alors quand on fait ce genre de choses, eh bien, c'est ce qu'on appelle un tri. Trier, c'est séparer en 2 paquets. D'un côté, ceux qui sont capables de quelque chose et de l'autre côté, ceux qui n'en sont pas capables. Donc à gauche, on met ceux qui volent, à droite, on met ceux qui volent pas. Donc quand on fait ce genre de choses, on dit qu'on va faire un tri. Exactement comme si je te donne un grand nombre d'objets et puis je te dis: «Eh bien, d'un côté, tu me mets tous ceux qui ont une couleur verte et puis de l'autre côté, tu mets tout le reste». Trier, c'est séparer en 2 paquets. Alors ça peut avoir son utilité, mais c'est largement insuffisant. Tout à l'heure, je parlais de l'idée de mettre ceux qui volent, ceux qui volent pas. Alors le fait de voler ou pas, le fait d'être carnivore ou herbivore, eh bien, ça caractérise ce que, les êtres vivants sont capables de faire. Donc, est-ce qu'ils font quelque chose ou est-ce qu'ils ne le font pas? Par exemple, le papillon vole, le pigeon vole aussi. Est-ce qu'il faut le grouper ensemble parce qu'ils volent? Eh bien, nous allons découvrir ensemble que ce n'est pas non plus une bonne manière de classer, et que la manière la plus efficace, et on expliquera pourquoi, c'est de mettre ensemble, de regrouper ensemble les êtres vivants qui ont des choses en commun au niveau de leur aspect et de ce qu'ils sont eux-mêmes. Par exemple, parmi, les 9 êtres vivants qui sont proposés ici, eh bien, il y en a qui possèdent par exemple une tête. Donc le chat, le papillon, l'abeille, le pigeon, la mésange, l'humain ou la fourmi possèdent tous une tête. Et puis il y en a 2 qui ne possèdent pas de tête, le rosier et le sapin. Donc on pourrait dire, eh bien, on va mettre ensemble tous ceux qui possèdent une tête. En plus, on voit que ce n'est pas seulement une tête, mais sur cette tête, il y a aussi des yeux, et puis, une bouche. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des caractères. Alors dans ce livre, il y a marqué attribut, mais nous on va plutôt garder le mot caractère. Donc qu'est-ce que c'est qu'un caractère? Eh bien, c'est, un ensemble de choses qui caractérisent un être vivant et puis un autre être vivant et qui nous permet de dire: «Eh bien ces 2-là, ils ont des choses en commun». Donc, avoir une tête, des yeux, une bouche, eh bien, c'est ce qu'on appelle un caractère. Et nous allons voir ensemble que ce caractère,
Eh bien, il est, caractéristique justement de tous les êtres vivants qu'on appelle les animaux. On pourrait imaginer encore d'autres manières de faire, hein, dire, par exemple, les êtres vivants qui sont rares ou bien qui sont communs, ceux qui sont près de chez nous, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont des belles couleurs, ceux qui n'en ont pas. Eh bien, de toutes ces manières de faire, nous montrerons que c'est le fait de montrer qu'il y a des caractères communs aux êtres vivants qui est, la manière la plus efficace de les classer. Alors prenons l'exemple de ces êtres vivants qui sont là. Alors en biologie, on parle, essentiellement d'individus. Donc ici, nous avons différents individus qui correspondent à donc des êtres vivants différents. Eh bien, ils ont, beaucoup, de caractères communs. Ils ont tous une tête, des yeux, une bouche, ce sont tous des animaux, mais ça va bien plus loin que ça. Ils ont énormément de caractères qui sont très proches. Ils possèdent 4 pattes, et même avant de posséder 4 pattes, ils possèdent un squelette interne, avec des os. Sur leur crâne, ils ont, les mêmes os qui constituent le crâne, avec des dents, et ainsi de suite. Bref, ils se ressemblent beaucoup. Alors comme ils se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de caractères communs, on a décidé de les regrouper, ensemble. Mais ici, on va même plus loin que cela. Et pourquoi? Parce que en fait, si on prend, les différents individus qui sont représentés sur cette photo, eh bien ces individus sont capables éventuellement de se reproduire entre eux et d'obtenir une descendance, des petits, qui eux-mêmes sont capables de se reproduire aussi. Eh bien quand on a ça, on a inventé un mot pour caractériser les individus qui sont capables, de cette chose-là, c'est-à-dire de se reproduire ensemble et d'avoir une descendance qui elle-même est féconde, c'est-à-dire qui est capable de se reproduire. On appelle ça une espèce. Ici, bien évidemment, tu as reconnu une espèce qu'on appelle les chiens. Prenons l'exemple du bichon frisé qui est à droite. On nous dit que c'est un croisement entre un bichon maltais, que voici, donc c'est un chien de petite taille qui est très mignon, et puis on le croise avec un caniche, hein, qui est un chien qui est beaucoup plus grand. Eh bien, donc ces 2 chiens, bien qu'ils soient différents, sont tout à fait capables de se reproduire et leurs descendants eux-mêmes sont capables de se reproduire. Nous pouvons donc dire que le bichon maltais, le bichon frisé et le caniche sont tous les 3 des représentants de la même espèce qu'on appelle le chien. Néanmoins, il y a quand même des différences relativement importantes et c'est pour ça qu'on parle de race chez les chiens. Donc sur l'image du milieu, on observe un grand nombre de races. Je rappelle encore une fois que toutes ces races appartiennent à la même espèce. Nous avons donné là un exemple d'animaux. Voyons voir pour les végétaux. Eh bien, évidemment, il y a une extrêmement grande diversité également pour les végétaux. Et puis, nous verrons plus tard qu'il n'y a pas que les animaux et les végétaux parmi les êtres vivants. Il y a d'autres êtres vivants, très différents. Alors quand on se balade dans une forêt, eh bien, souvent, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir reconnaître les différents êtres vivants qu'on voit. Et pour cela, eh bien, on va s'intéresser aux différents caractères que possède, chacun de ces êtres vivants, et puis on peut éventuellement, collectionner, certains et former ce qu'on appelle, un herbier. Alors dans une forêt, c'est très facile de prélever des échantillons et de former un herbier. Pour apprendre à reconnaître les différents végétaux qu'il y a dans la forêt, eh bien, on va utiliser un système qu'on appelle une clé de détermination. Alors, il ne s'agit pas du tout ici de classer les êtres vivants, donc une clé de détermination n'est pas un outil de classement. C'est tout simplement un algorithme, c'est-à-dire une manière, une méthode qu'on va reproduire un certain nombre de fois, systématiquement, et dans cet algorithme, on va faire des choix de type tri. Donc, on va observer, un végétal et puis on va se poser un certain nombre de questions. En fait, ces questions ont été préparées à l'avance pour nous par, des spécialistes du domaine qui ont créé la clé de détermination. Donc par exemple, pour la première question ici, sur ce document, 1re question qu'on va se poser: «Est-ce que c'est un arbre dont il s'agit?» Donc pour cet arbre, eh bien, on va, prendre, l'échantillon, qu'on trouve, sur l'arbre ou au sol, on va l'étudier et puis on va se poser la question: «Est-ce qu'il s'agit d'aiguilles ou bien est-ce qu'il s'agit de feuilles?»
Donc on va faire du tri. On va dire soit c'est une aiguille d'un côté, soit c'est, des feuilles de l'autre côté. Alors ici, choisissons le côté aiguille et on arrive directement au résultat, il s'agissait d'un pin. Alors c'est une version très simplifiée. Pourquoi? Parce qu'il existe beaucoup d'arbres dont, qui portent des aiguilles. Il n'y a pas que le pin évidemment, il y a le pin, le sapin, le mélèze, l'épicéa et bien d'autres. Maintenant, imaginons qu'au contraire il s'agit, de feuilles. Alors on a bien séparé en 2 paquets. On est dans le paquet côté feuilles. Et là, on va de nouveau se poser la question de savoir quelle est la forme. Donc on va faire de nouveau une opération de tri. Soit on a des feuilles avec bords lobés, c'est-à-dire, des petits lobes arrondis, soit c'est denté, ou bien au contraire le bord de la feuille est lisse. Supposons que le bord de la feuille soit lisse, eh bien on pourra arriver à la conclusion que l'arbre, qui nous intéresse est un hêtre. Si au contraire il s'agit de feuilles lobées, eh bien nous pourrons dire qu'il s'agit d'un chêne. Et si enfin il s'agit de feuilles dentées, eh bien il va falloir nous poser une nouvelle question supplémentaire. C'est pour ça que je disais qu'une clé de détermination, c'est un algorithme. C'est-à-dire que dans un premier temps, en partant de l'arbre, on répond à la première question, par oui, non, et puis on répond à la deuxième question, et puis ensuite on fait la même chose, et par étapes successives, on arrive au bout, au résultat final. Donc là, on était à l'avant-dernière étape. Une fois qu'on avait identifié par exemple des feuilles dentées, est-ce qu'elles ont une forme de cœur? À ce moment-là, c'est un tilleul. Est-ce qu'elles ont une forme de triangle? À ce moment-là, c'est un bouleau. Bien évidemment, cette clé de détermination est extrêmement simple et ne répond pas forcément, à toutes les attentes. Donc il existe de très nombreuses clés de détermination et si elles sont bien faites et bien adaptées à l'environnement qu'on étudie, elles vont nous permettre de suivre un cheminement pour arriver jusqu'à identifier une espèce. Cette identification n'est pas un classement. Le classement, c'est autre chose. Le classement, ça consiste à fabriquer des ensembles d'êtres vivants qui ont des caractères communs. Et nous allons voir que certains ont des caractères communs, uniquement quelques-uns, et puis d'autres ont plus de caractères communs. Et ça nous permettrait de dire qu'ils sont plus proches les uns des autres. Prenons un exemple concret. Nous avons ici ce que l'on appelle une matrice caractère-espèce. C'est-à-dire que nous allons étudier un certain nombre d'espèces, d'animaux, en l'occurrence ici, qui sont différents. L'escargot de Bourgogne, le saumon, la grenouille verte, la pie bavarde, la mésange charbonnière et le castor. Et puis nous allons, étudier un certain nombre de leurs caractères, afin de voir quels sont parmi ces animaux ceux qui possèdent tel ou tel caractère et ceux qui ne le possèdent pas. Et grâce à cela, nous allons voir que nous allons pouvoir découvrir quels sont les animaux qui sont les plus proches les uns des autres. Alors commençons avec la première ligne. Eh bien, tête, yeux et bouche, c'est quelque chose qui caractérise tous les animaux. Donc, les 6 animaux ici possèdent tous une tête, des yeux et une bouche. S'ils n'en possédaient pas, ça ne serait pas des animaux. On a vu dans l'exemple tout à l'heure, un rosier ou un épicéa ne possède pas de tête. Nous arrivons maintenant au deuxième caractère. Donc, je rappelle ici qu'on va oublier le mot attribut, qui n'est pas, le mot idéal, mais on va utiliser le mot caractère. Eh bien, un escargot ne possède pas de squelette interne osseux. Donc si tu sais pas, eh bien tu t'aides ici des renseignements qui sont donnés, donc il n'en possède pas. Par contre, le saumon, oui, il possède un squelette interne osseux. Si tu as déjà mangé du saumon, tu sais qu'à l'intérieur, il y a des arêtes. La grenouille aussi, la pie bavarde aussi, la maison charbonnée également, et enfin le castor également. Déjà, nous pouvons observer que les 5 animaux qui sont ici ont un lien de parenté plus grand entre eux qu'avec l'escargot de Bourgogne. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent un caractère qui s'appelle squelette interne osseux, qui est un caractère très important, qui fait qu'ils ont un grand lien de parenté. Maintenant, intéressons-nous au caractère suivant. Alors pour les 4 membres, donc c'est évidemment exclu ici pour l'escargot, eh bien ce n'est pas le cas non plus pour le saumon. Par contre, les grenouilles possèdent 4 membres, c'est-à-dire les 2 pattes arrière et les 2 pattes avant, mais en biologie, le mot patte qu'on utilise dans la vie de tous les jours a une autre signification. Nous verrons que les pattes, c'est uniquement ce qu'on rencontre chez des animaux, qui font partie de la famille des arthropodes.
Donc ici, on va parler de membres. Donc on a les 2 membres inférieurs et les 2 membres supérieurs. Eh bien pour les oiseaux, comme cette pie bavarde, ça peut paraître étrange au début, mais c'est exactement le cas. Pourquoi? Parce que nous avons 2 membres inférieurs, qu'on appelle les pattes dans la vie de tous les jours, mais nous avons 2 membres supérieurs également, qui correspondent aux ailes. Donc la pie, aussi bien que la grenouille, possède 2 membres inférieurs et 2 membres supérieurs. Il en est de même pour la mésange charbonnière et également pour le castor. Passons au, caractère suivant qui s'appelle le gésier. Alors le gésier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une poche digestive que possèdent certains animaux et qui est une poche, qui est essentiellement, constituée d'un muscle et qui va permettre de broyer les aliments de manière mécanique en se contractant. Alors souvent les animaux qui l'utilisent, ils avalent quelques pierres qui vont, se mettre dans ce gésier et puis quand il va se contracter, ça va, faire, bouger les pierres les unes par rapport aux autres et ça va broyer les aliments qu'ils vont manger et ça va leur permettre de les digérer plus facilement. Eh bien, seule la pie bavarde et la mésange charbonnière, parmi toute cette série, possèdent un gésier. Il en est de même pour les plumes. Seule la pie et la mésange possèdent des plumes. Et là, nous voyons qu'il y a un grand lien de parenté entre la pie bavarde et la mésange charbonnière. Ce lien de parenté est plus grand qu'avec la grenouille ou avec le castor. Eh bien, tu n'es pas sans savoir que la pie bavarde et la mésange charbonnière font partie d'un groupe qu'on appelle les oiseaux. Enfin, dernier trait de caractère, les poils. Le seul animal ici qui possède des poils est le castor. Le castor fait partie d'un groupe que nous allons étudier plus en détail, puisque les humains font partie également de ce groupe. C'est le groupe qu'on appelle les mammifères. Et les mammifères sont caractérisés essentiellement donc par 2 caractères qui leur sont propres, à savoir les mamelles, pour les femelles, et puis la présence de poils. Donc, ce document est très intéressant et très important, puisqu'il va nous permettre de montrer la proximité entre différents animaux. On voit que l'escargot est séparé de l'ensemble de tous les autres, presque immédiatement, puisque dès le deuxième caractère ici, le premier caractère n'est pas discriminant puisque il s'agit de tous les animaux, hein, ils cochent tous la case, donc ils ne nous apportent rien de plus. Mais dès le deuxième caractère, on voit que l'escargot est séparé des autres. Et puis, au fur et à mesure, on voit que les liens de parenté les plus importants sont entre ces deux-là. Cette matrice caractère espèce, que nous retrouvons donc ici, elle est très importante parce que c'est grâce à elle que nous allons pouvoir constituer des groupes, et ces groupes, c'est ce qu'on appelle des groupes emboîtés. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on va faire un très grand groupe, c'est le groupe qui est en vert ici, qui correspond au premier caractère, c'est tous les êtres vivants qui possèdent une tête avec des yeux et une bouche. Eh bien, on va indiquer, le caractère qui correspond à ça, et qui est que je place ici, qui est donc, commun à tous ceux qui sont dans le grand groupe vert. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle en fait les animaux. Eh bien, quel est le seul parmi tous ceux-là qui possède ce caractère, mais qui ne possède pas les caractères suivants? Il s'agit de notre escargot de Bourgogne. Et donc cet escargot de Bourgogne fait partie du groupe vert, mais il ne fera pas partie des groupes emboîtés, parce qu'il possède le premier caractère, dans la ligne, verte, ici, mais pour pouvoir rentrer dans le deuxième groupe rose, il faudrait qu'il possède le caractère squelette interne osseux, et ce n'est pas le cas. Donc nous sommes obligés de le placer ici. Il fait partie néanmoins du grand groupe des animaux. Squelette interne osseux, voici donc le deuxième attribut, deuxième caractère, pardon, qui va se placer ici. Nous savons maintenant que tous les animaux qui seront dans cette boîte posséderont évidemment le premier caractère commun à tous les animaux, mais un caractère supplémentaire, squelette interne osseux. Il s'agit donc du saumon, de la grenouille, de la pie, de la mésange et du castor. Alors comment faire pour savoir qui va où? Eh bien nous voyons que ici, on va chercher sur ce point d'interrogation, quel est l'animal qui possède le caractère squelette interne osseux, mais qui ne possède pas les autres caractères. Les caractères qui viendront le mettre dans des boîtes plus petites. Et il s'agit du saumon. Donc, je prends le saumon et je le place ici.
Je pense que tu as compris le système, donc je te laisse quelques secondes pour essayer de voir la suite. Je t'encourage à mettre sur pause. Bien, passons au groupe suivant. Le groupe suivant correspond au caractère 4 membres. Donc ici, attention, je répète qu'il ne faut pas confondre le mot pattes, qui correspond à les pattes des arthropodes, comme par exemple pour les insectes, ou bien pour les arachnides, les araignées, ou des choses comme ça, ou bien aussi les crustacés. Hein. Et ici, le mot membre, ça peut être des membres postérieurs ou antérieurs. Alors, dans cette famille possède 4 membres, nous avons ici un individu qui possède évidemment tête avec yeux bouche, c'est un animal, squelette interne osseux, c'est ce qu'on appelle un vertébré, et puis à l'intérieur des vertébrés, il ne possède rien de plus. Donc je regarde dans le tableau, il doit posséder les 3 premiers caractères et rien d'autre. Eh bien, il s'agit de la grenouille. Alors on aurait pu se dire: «Ah mais le castor là», ben non, le castor possède des poils, donc il a bien un caractère supplémentaire. Donc là, il s'agissait de la grenouille. Nous avons maintenant 2 groupes. Ces 2 groupes sont au même niveau, ils sont tous les 2 dans la boîte, 4 membres. Dans ce groupe-là, nous avons possède un gésier et dans ce groupe-ci, nous avons possède des poils. Alors, revenons au groupe gésier. Eh bien, nous avons l'api et la mésange. Eh bien, parmi les animaux qui possèdent un gésier, l'api et la mésange possèdent toutes les 2 des plumes. Alors ici, vous voyez qu'il y a de la place encore là, donc ça sous-entend qu'il existe des animaux qui possèdent un squelette interne osseux, c'est-à-dire donc des vertébrés qui possèdent 4 membres, on les appelle tétrapodes, parce que tétra ça veut dire 4 en grec, et pod ça veut dire pied, et puis qui possèdent un gésier, mais qui ne possèdent pas de plumes. À ce moment-là, ils viendront se placer ici. Alors ces animaux-là ne sont pas explicités ici, donc on n'en parlera pas. Dans la boîte ici, entre la gauche et la droite évidemment, il n'y a aucune différence, donc je vais garder l'ordre, l'api et la mésange. Et pour finir, le castor, avec les poils, ici, cette boîte-là, ça sera la boîte des mammifères. Ici, la boîte jaune là, ça sera la boîte des oiseaux. Contrairement à tout à l'heure où nous avions fait uniquement du tri, on avait dit possède ou ne possède pas un caractère, ici nous avons une succession d'emboîtements avec des boîtes qui sont comprises dans des boîtes plus grandes. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres vivants qui sont dans la même boîte ont une grande proximité. La pie et la mésange sont des oiseaux et sont très proches l'un de l'autre. Mais ils ont des points communs un peu plus lointains avec le castor, ou avec la grenouille, puisqu'ils font partie de la même boîte tétrapode qui possède 4 membres. Et tous ceux-là ont aussi des liens avec le saumon, mais des liens plus lointains, parce que on les retrouve dans la grande boîte des vertébrés, mais le saumon ne fait pas partie de la boîte tétrapode. Nous verrons bientôt que le fait d'être dans des boîtes plus proches montre qu'il y a des liens de parenté plus proches. Et c'est-à-dire que si on cherche les ancêtres de la pie et de la mésange, on trouvera un ancêtre commun bien moins tard, enfin il y a moins longtemps, que si on cherche l'ancêtre commun, par exemple, de ces oiseaux et du saumon. Ces ancêtres communs existent aussi, mais ils sont plus anciens. Nous avons donc fait une classification, et le fait de choisir un animal et de dire je le mets dans telle ou telle boîte, on appelle ça au choix, ranger ou bien assigner. Assigner, c'est choisir l'emplacement qui correspond à l'être vivant qui nous intéresse. Sur le document suivant, on a commencé à construire des boîtes afin de ranger les 9 êtres vivants qui sont dans le tout premier document du chapitre. Pour rappel, il s'agissait de ce document. Et puis on a décidé de mettre l'abeille et la fourmi dans la même boîte. En effet, l'abeille et la fourmi ont de nombreux points communs. Évidemment, elles ont une tête, des yeux, une bouche, puisqu'il s'agit, c'est la caractéristique commune de tous les animaux. Et puis, elles ont ce qu'on appelle un squelette externe ou exosquelette. Eh bien, il existe une autre boîte à côté,
qui correspond au squelette interne osseux. Et en fait, il existe même une troisième boîte qui n'est pas dessinée ici, mais je te l'indique, qui correspond, aux animaux qui possèdent une coquille. Cette troisième boîte, c'est la famille des mollusques. Donc l'escargot que nous avions étudié tout à l'heure ne fait ni partie, de la famille de ceux qui possèdent un squelette interne osseux, qu'on appelle les vertébrés, ni de ceux qui possèdent un squelette externe. Il fait partie d'une troisième famille, ceux qui possèdent une coquille. On a donc finalement 3 boîtes à l'intérieur de la boîte bleue des animaux. La boîte verte, c'est les vertébrés, dans laquelle il y aura les tétrapodes et ainsi de suite et les oiseaux et puis les mammifères et à l'intérieur des mammifères, les humains. Et puis nous avons la boîte rouge, squelette externe et pattes articulées, c'est ce qu'on appelle les arthropodes. Et à l'intérieur des arthropodes, il y a plusieurs boîtes, dont une, ceux qui possèdent 6 pattes, c'est avec, une paire d'antennes, c'est ce qu'on appelle les insectes et les abeilles et les fourmis en font partie. Et puis une troisième boîte que j'ai dessinée en noir ici, que j'ai rajoutée sur le document, qui est la boîte, des mollusques, c'est-à-dire ceux qui possèdent une coquille. Alors cette coquille peut être externe, comme pour l'escargot, mais elle peut aussi être interne, comme par exemple, pour les poulpes ou les seiches. Alors je te laisserai finir, ce travail avec, tous les éléments que nous avons vus ensemble. Le dernier point pour cette vidéo, c'est que nous allons voir que parfois la situation est complexe. Donc prenons l'exemple des hybrides. Eh bien, tu vois ce drôle d'animal qui ressemble à la fois à un tigre et en même temps à un lion. Eh bien, en l'occurrence, c'est un croisement entre un individu de l'espèce des lions, un mâle en l'occurrence, le lion, et puis une femelle de l'espèce des tigres, donc une tigresse. Eh bien, il se trouve qu'un lion et une tigresse peuvent avoir, un individu un descendant, donc en l'occurrence qu'on va appeler un hybride, qu'on appelle le ligre, mais il se trouve que cet individu-là est stérile, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'avoir lui-même une descendance. Eh bien, nous pouvons donc dire que les tigres et les lions forment 2 espèces séparées. Parce que bien qu'un tigre et une lionne, ou bien, une tigresse et un lion comme ici, peuvent avoir un descendant, eh bien celui-ci étant stérile, il ne peut pas perpétuer une nouvelle espèce qui serait un croisement des 2. Donc ici, on a bien 2 espèces différentes. Il y a d'autres exemples qui sont connus, par exemple pour, le mulet ou la mule, hein, qui proviennent, d'un âne et d'une jument, eh bien, ils sont stériles aussi. Et donc ça veut bien dire que l'espèce, cheval et l'espèce âne sont bien des espèces différentes, bien qu'elles soient proches. Si elles étaient pas proches du tout, eh bien, ils ne pourraient même pas, avoir, un, descendant commun sur une génération. Vous voyez, on ne peut pas accoupler, un éléphant et une souris, par exemple. C'est pas possible. Enfin, dernier point, nous allons parler d'un drôle d'animal qui s'appelle l'ornithorynque, tu en as peut-être entendu parler, et il est très, très amusant, il a une drôle d'allure, et puis on dirait un peu que c'est un petit mélange, hein. Donc cet animal a posé de nombreux problèmes dans le temps, à une époque où, les gens, pensaient comme seule explication du vivant que c'était une création, divine, et ils avaient du mal à comprendre d'où sortait cet animal qui ressemble un peu à un mélange, de plusieurs animaux différents. Eh bien, parmi tous les caractères qui existent, il y a des caractères qui, proviennent, qui sont suffisamment proches pour qu'on identifie, différents individus dans un même groupe, et puis il y a des caractères qui sont plus éloignés. Et il se trouve que l'ornithorynque, possède les caractères essentiels qui permettent de dire qu'il s'agit d'un mammifère. Il possède des poils et une mamelle. Mais il a d'autres, caractères qui sont assez différents. Alors ceci, ça s'explique très bien, mais ça nécessite des connaissances qui dépassent, largement le cadre du cours de sixième, donc on ne pourra pas les développer ici. Il est à noter quand même que dans ce document, on nous dit qu'il y a une différence entre dans le mode de reproduction, entre ceux qui sont vivipares, c'est-à-dire que la mère porte le petit, ceux qui sont ovipares, qui pondent un œuf, et puis l'ornithorynque, qui est un cas particulier, ce qui a fait pendant longtemps douter qu'il faisait partie, des mammifères.
Eh bien, en fait, ce critère-là n'est pas un critère de ce qu'un être vivant possède, mais c'est un critère du type la manière dont il fonctionne. Et nous avons vu ensemble que ce type de critère n'est pas pertinent pour classer correctement les êtres vivants. Alors nous avons vu ensemble qu'il y avait des grandes différences entre les êtres vivants, mais que néanmoins il y avait aussi des liens de parenté. Eh bien, dans la prochaine vidéo, nous montrerons que quand on regarde à une échelle plus petite, à une échelle microscopique, on comprend mieux pourquoi tous les êtres vivants proviennent de la même origine et que donc il y a certes une grande diversité dans le vivant, mais il y a aussi une grande unité. Ce sera l'objet du chapitre suivant. À très bientôt pour la partie 2. Ciao ciao.